Donc notre dernière partie est tout simplement un petit récapitulatif des stratégies proactives en fonction des fonctions des comportements. Donc quand on est en présence de recherche d'attention de la part de l'enfant, on va donner de l'attention fréquente non contingente. On va donner de l'attention fréquente sur les bons comportements. On va organiser les occupations, apporter de l'attention quand l'enfant en demande de manière appropriée. Organiser les occupations, c'est-à-dire que quand j'ai pas le temps de délivrer de l'attention à l'enfant, je vais le mettre dans une activité qu'il aime beaucoup et où il va pas penser à me demander de l'attention. Quand j'ai plus de temps, là, je peux peut-être justement être plus disponible et qu'il soit pas dans une activité aussi renforçante. Quand l'enfant il cherche à accéder à des objets, à des activités, on va enseigner un moyen fonctionnel de les demander. On va, si nécessaire, travailler l'abandon du renforçateur. On va, si nécessaire, travailler le fait d'accepter le non. On va travailler, si nécessaire, aussi les interruptions de transition. Si l'enfant recherche du renforcement automatique, du renforcement positif automatique, des sensations, donc on va identifier les modalités sensorielles en jeu et essayer de proposer des activités acceptables qui procurent une sensation très semblable. On va augmenter l'effort pour s'engager dans le comportement stéréotypé. On peut accélérer la satiété. On se souvient, jeter les balles en début de séance. On peut, de la même manière, délivrer du renforcement non contingent, c'est-à-dire de donner en accès libre des jouets, des items avec lesquels la personne peut obtenir les sensations qu'elle cherche. On va enseigner du jeu autonome par pairing, par classeur, les deux. Si la fonction du comportement, c'est du renforcement négatif social, de l'échappement, on se souvient, il faut faire du pairing, des personnes, des lieux, des activités, du matériel, de tout. On peut travailler des interruptions de transition, donner des consignes agréables régulières, pas de consignes inutiles, avoir un bon contrôle de l'instruction. Donc on va jusqu'au bout de nos consignes. C'est nous qui gardons un contrôle sur le renforcement et qui le délivrons quand la personne a suivi les consignes et qui ne le délivrons pas quand elle n'a pas suivi les consignes. Donc pas du renforcement, un accès libre. Des tâches faciles, fréquentes, alternance de tâches faciles, difficiles, donner toutes les aides nécessaires pour que la personne soit en succès, adapter la longueur, la difficulté, le matériel de la tâche, adapter le ratio de renforcement, c'est-à-dire à quelle fréquence la personne va obtenir du renforcement, le rythme des instructions, adapter la longueur des séances, proposer des choix, des repères dans le temps, enseigner des demandes d'aide, des demandes de pause, et ce qu'on a vu, l'inertie comportementale. Tâches facile, 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 difficile, facile, difficile, facile, facile, difficile. Et quand la fonction, c'est du renforcement négatif automatique, donc échapper à une stimulation désagréable, on aura donc ce qu'on a expliqué, la désensibilisation systématique, l'habituation progressive à des stimulations qui peuvent être désagréables. Si c'est nécessaire, je vais par exemple le faire parce que les soins médicaux, c'est nécessaire. Par contre, si la personne elle ne tolère pas certaines situations qui ne sont pas obligatoires dans la vie d'une personne, je ne vais pas l'y contraindre si ça n'a pas de sens et si ça ne lui apporte rien de spécial. Et voilà, on ne va pas laisser obliger une personne à être dans une situation qui lui est désagréable si ça n'apporte rien dans son épanouissement ou dans l'apport de nouvelles compétences ou de son développement. Et enfin, ça c'est un petit tableau récapitulatif donc, qui a été traduit par Maude Collinet, qu'on peut retrouver donc, sur une de ses présentations, un diapositive qui est à disposition sur Internet, sur le site ABASD Info aussi, je crois, dans les supports de formation. Ce tableau, c'est une traduction d'un tableau qui existe dans le livre Le comportement verbal, enfin Enseigner le comportement verbal de Marie Berbera Lynch. Et il récapitule en fait les stratégies aussi de prévention par rapport aux différentes fonctions. Donc c'est un peu tout ce qu'on a passé en revue au cours de la formation, mais c'est une nouvelle façon aussi de récapituler ces différentes, tous ces points qu'on a vus. Alors, on a passé en revue beaucoup de choses, que ce soit la définition, l'analyse et les stratégies de prévention.
Les principes qui sous-tendent toutes ces stratégies sont assez simples, dans la mesure où voilà, on a toujours du pairing, on a toujours du façonnement, dans la mesure où on démarre de là où en est l'enfant, on veut l'amener à un point B et on passe par autant d'étapes que nécessaire pour qu'il ne sente pas une progression trop intrusive, trop difficile. Beaucoup de renforcement, focalisation positive. Et ça, s'il y a une chose que j'aimerais qu'on retienne de cette intervention, c'est que les troubles du comportement, ce sont des déficits, ce sont presque systématiquement des déficits de compétences et qu'il faut enseigner. La première démarche, c'est pas de punir un comportement, c'est de dire si l'enfant il s'engage dans ce comportement, c'est que dans cette situation, c'est la meilleure chose qu'il a trouvée pour satisfaire ce qu'il recherche. Et donc, ça veut dire qu'il a pas trouvé à ce moment-là un moyen alternatif d'obtenir ce qu'il cherche. Et qu'on doit enseigner, on doit donner à l'enfant les outils pour qu'il obtienne ce qu'il veut. Donc ça, voilà, la focalisation positive, j'aimerais vraiment que ce soit quelque chose qui soit retenu. Et puis, bien sûr, des stratégies d'aménagement spatial, temporel. Donc au final, toutes ces stratégies, elles ne sont pas compliquées. Le plus dur, c'est bien sûr de les combiner, de l'art de les combiner comme il faut, de les doser, et puis aussi de les généraliser, c'est-à-dire que là, j'ai essayé quand même de donner beaucoup d'exemples et d'illustrer à chaque fois les stratégies de prévention, mais elles s'utilisent pour un nombre incalculable de comportements. Et parfois, on n'a pas le réflexe de se dire « Ah mais oui, en fait, du façonnement, je peux l'utiliser pour ça. Et la désensibilisation, je peux l'utiliser pour ça. » Et tout le travail, c'est vraiment d'être suffisamment familier avec ces concepts pour pouvoir les appliquer de manière ample et systématique.